On va poursuivre avec la question des financements, qui est une question évidemment chère à l'ensemble des personnes qui nous suivent. Il y aura des possibilités de questions-réponses. On a une petite dérive là de 10 minutes, mais il était très utile de pouvoir revoir quels sont les financements proposés par l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse sur ces enjeux d'eau potable, d'assainissement également. Et puis, on fera un point concernant les aquaprêts avec la Banque des Territoires. Donc, deux personnes pour évoquer ces appuis financiers. Yves Picoche de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, qui est directeur du programme et des interventions. Et puis Mathieu Auffauvre, qui est représentant de la Caisse des dépôts, donc de la Banque des Territoires, pour évoquer juste après les aquaprêts. On va présenter en fait ces deux modes de financement, enfin cet éventail, parce qu'il est très large, de financement, et puis ensuite on ira vers des questions-réponses. C'est à vous, Yves Picoche, concernant donc les aides de l'agence ciblées eau potable et assainissement. Sur quoi peut-on compter ? Toutes et à tous, ça y est, les micros sont branchés. Pour les aides du 11e programme 2019-2024 de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, donc normalement ça se projette et vous devez avoir le visuel. Donc je dirais d'abord, mais très rapidement, parce que Laurent Roy en a déjà parlé tout à l'heure dans son introduction, quelques éléments globaux sur le 11e programme. Ensuite, un point sur l'assainissement en matière de financement, en matière de stations d'épuration et en matière de réseau. Puis, le volet gestion durable et solidarité territoriale qui inclut à la fois l'assainissement et l'eau potable en matière de gestion durable. Et puis, je terminerai notamment en insistant, on a déjà évoqué ce sujet dans la table ronde sur les critères de gestion durable des services publics d'assainissement et d'eau potable, puisque c'est évidemment un élément important. Et puis, je terminerai par quelques mots sur l'appel à projet Rebond et puis le dispositif France Relance en matière d'eau potable et d'assainissement. Sur le 11e programme, très rapidement, Laurent Roy l'a cité rapidement, les a cités rapidement. Les grands enjeux du 11e programme, ils sont sur l'amélioration de l'état des eaux. À la fois, dans ces dernières décennies, il y a eu des progrès très importants en matière de qualité de l'eau, mais des enjeux restent. Ça peut être le cas d'un certain nombre de stations d'épuration assez bien identifiées au plan territorial. Ça peut être le cas d'un certain nombre de pollutions par temps de pluie qui peuvent subsister, des pollutions diffuses de nature agricole. C'est également des enjeux de restauration morphologique et de dégradation morphologique des cours d'eau, des enjeux de gestion quantitative et d'adaptation au changement climatique, et puis l'enjeu d'aider et de soutenir les collectivités dans l'investissement au bon niveau et en matière d'eau potable et d'assainissement et dans une gestion durable du patrimoine des services publics d'eau potable et d'assainissement. Donc, présenté de manière par rapport à l'intervention d'aujourd'hui, je zoomerai sur une partie donc, du volet qualité, sur l'amélioration de la qualité des eaux, et puis sur l'aspect solidarité et gestion durable, sur le rattrapage structurel des territoires ruraux défavorisés d'une part, et puis sur l'ensemble des enjeux de gestion durable des services d'eau et d'assainissement, en commençant par la connaissance et la bonne connaissance du patrimoine d'eau et d'assainissement. De manière très rapide également, donc le budget global réparti par domaine d'intervention, donc le budget d'intervention sur 6 ans, 2019-2024, c'est 2,6 milliards d'euros sur 6 ans, dont, et c'est la moitié de droite de ce graphique en bleu foncé, 1,35 milliard d'euros sur la gestion durable des services d'eau et d'assainissement et la lutte contre la pollution domestique, y compris le pluvial. Donc, on trouve là-dedans les aides en matière de stations d'épuration, à peu près 230 millions d'euros. À peu près, ça c'est pour les investissements, à peu près 330 millions d'euros sur les primes pour épuration, donc toujours sur les stations, 500 millions d'euros sur les réseaux d'assainissement et puis 260 millions d'euros à peu près sur la gestion durable en matière d'eau potable. C'est ce qui correspond finalement à ces 1 348 millions d'euros, c'est-à-dire à peu près la moitié du global. Un mot sur effectivement l'adaptation des territoires au changement
climatique, en identifiant le fait que, je dirais, le premier objectif transverse du programme, tel qu'il a été adopté par les administrateurs à l'automne 2018, correspond à consacrer au moins 40% financièrement du programme à l'adaptation au changement climatique, avec un certain nombre d'aides qui sont identifiées ou listées comme des actions qui sont favorables à cette adaptation au changement climatique. Ça peut être le cas de la préservation des ressources en eau, des économies d'eau, évidemment, sur les territoires, de la station d'épuration innovante. On a parlé de réutilisation des eaux usées traitées, de valorisation de matières et d'énergie, de désimperméabilisation, de manière à favoriser la déconnexion pour infiltration de l'eau au plus près de là où elle tombe, et puis tout ce qui va concerner la restauration fonctionnelle des milieux qui contribuent à leur adaptation au changement climatique. Et puis une conditionnalité changement climatique sur les contrats. Alors de manière un petit peu plus précise, sur l'assainissement pour le volet, à l'intérieur du volet relatif à la qualité des eaux, par rapport à l'assainissement domestique, les priorités donc, pour lutter contre les pollutions domestiques, c'est d'améliorer le traitement des eaux usées là où les enjeux dits milieux l'exigent. Donc là, très clairement, en déclinaison du SDAGE et plus précisément de son programme de mesure et de sa territorialisation du programme de mesure, sont identifiés un certain nombre de masses d'eau avec une pression assainissement domestique particulièrement importante, d'où l'identification d'un certain nombre de stations d'épuration qui sont d'ailleurs listées dans le programme. C'est une liste à peu près de 140 stations qui fait partie de la délibération du programme. Le deuxième point, c'est l'amélioration de la collecte des eaux usées par temps sec et par temps de pluie, mais avec un focus et une importance particulière sur la réduction des pollutions par temps de pluie. C'est d'accompagner la déconnexion des eaux pluviales pour infiltration ou réutilisation. C'est également l'innovation dans les stations de traitement des eaux usées et un dispositif de prime pour épuration qui est maintenu au 11e programme. De manière un petit peu plus précise, donc sur le premier point relatif aux stations d'épuration, en matière d'amélioration de traitement, je le disais, on a deux entrées. Une principale sur l'accompagnement des stations de traitement des eaux usées, celles qui sont identifiées dans le programme de mesure, comme impactant particulièrement un certain nombre de masses d'eau, avec impact sur le risque de non-atteinte du bon état sur ces masses d'eau, donc qui sont identifiées. Ce sont les 240 stations dont je parlais, avec une possibilité d'aide jusqu'à 50% de la part des financements de l'Agence de l'eau. L'autre entrée, donc on ne le voit pas très bien, mais sur la petite carte, on a l'ensemble des 240 points qui sont des petits points marrons sur la carte. L'autre entrée, c'est notamment lié au zonage des zones sensibles à l'eutrophisation, je dirais en déclinaison de la directive ERU, et donc aux zonages qui sont révisés périodiquement, où là aussi, l'agence peut accompagner, je dirais, la notion de traitement plus poussé en azote et en phosphore pour les stations de plus de 10 000 équivalents habitants, pour les stations qui sont dans les nouvelles zones sensibles au sens de la directive ERU. C'est l'autre entrée en termes de milieu. En matière de réseau d'assainissement, globalement, l'objectif, c'est bien d'améliorer cette collecte des eaux usées et de réduire les pollutions par temps de pluie, avec des travaux sur les réseaux qui sont identifiés comme prioritaires, là aussi, dans les programmes de mesure, jusqu'à 50% d'aide au titre des enjeux milieux, et puis également, de manière très large, et avec une acception large de la notion de risque de non-conformité ou de non-conformité, des travaux dans l'objectif d'être en conformité sur les réseaux, notamment au regard de l'arrêté ministériel de juillet 2015. Quand on est sur le registre plutôt conformité, on est sur un taux d'aide jusqu'à 30%. Quand on est sur l'angle finalement enjeu spécifiquement identifié dans le programme de mesure, on est jusqu'à 50% d'aide. Ça a été dit tout à l'heure, l'axe donc de désimperméabilisation, c'est-à-dire de déconnexion des eaux pluviales pour infiltration ou réutilisation, on peut être là jusqu'à 50% d'aide sur ces dispositifs. À noter que sur la désimperméabilisation en particulier, l'Agence de l'eau avait lancé à l'été ou au début de l'automne 2019 un appel à projet sur la
désimperméabilisation des cours d'école, alors cours d'école, collège, lycée, université, établissement universitaire, de manière à dynamiser cette politique. Et on a poursuivi cet appel à projet à travers l'appel à projet Rebond, dont je dirai un mot à la fin de l'intervention. L'innovation dans les stations de traitement des eaux usées, donc j'ai parlé des stations au titre enjeu milieu, qui soient point noir du SDAGE ou bien traitement plus poussé pour les zones sensibles à l'eutrophisation. J'ai parlé des réseaux. Donc là, je reviens sur les stations de traitement et c'est la dimension innovation au sens station ressources. Donc l'eau usée comme ressource, donc la réutilisation des eaux usées traitées est finançable et éligible avec jusqu'à 50% d'aide, en précisant bien qu'il s'agit finalement d'utiliser la réutilisation des eaux usées traitées en tant que ressource, mais d'économie ou de substitution par rapport à un usage déjà existant. Donc on ne financera pas au niveau de l'agence la réutilisation des eaux usées traitées pour aller développer un nouvel usage. Et puis, le programme prévoit de pouvoir aider, évidemment, non seulement les usages réglementés, tels qu'ils sont connus et réglementés aujourd'hui par l'arrêté ministériel de 2010, modifié 2014, pour la réutilisation des eaux usées traitées. Donc, on va retrouver là-dedans de l'irrigation, de l'arrosage d'espaces verts ou de golf. L'agence de l'eau peut également, alors sous réserve bien sûr, qu'il y ait les autorisations administratives sur le plan sanitaire et environnemental, et c'est évidemment important d'avoir la maîtrise des risques sanitaires pour les dispositifs de réutilisation des eaux usées traitées, peut également financer d'autres usages, mais encore une fois, sous réserve qu'ils fassent bien l'objet d'un dispositif sécurisé au plan technique et administratif sous l'autorité de l'autorité donc préfectorale. Ça peut être le cas pour des usages, par exemple, de nettoyage de voirie ou de nettoyage de véhicules qui ne sont pas prévus par l'arrêté de 2010. Et par ailleurs, comme ça a été dit par Amorce tout à l'heure, il y a un projet de décret, effectivement, pour organiser aujourd'hui, pour les services de l'État, finalement, le fait de pouvoir instruire correctement et de manière ordonnée des demandes qui seraient en dehors du cadre de l'arrêté de 2010 pour d'autres usages. En matière d'énergie, et notamment en matière de méthanisation, le dispositif, c'est celui d'une avance remboursable possible jusqu'à 50%. Sur la valorisation matière ou des boues, là également, il y a des aides qui sont possibles, jusqu'à 50% sur les matières, et quand on est sur les boues, on est à 30%. La partie recherche et développement, pour des pilotes, pour des expérimentations, peut être aidée jusqu'à 50% d'aide. Évidemment, quand on est en recherche et développement et en innovation, on est vraiment à chaque fois sur un examen au cas par cas. Les primes pour performance épuratoire, alors tout ce que j'ai cité jusqu'à présent, on est sur je dirais, des aides par rapport à des projets d'investissement. Là, l'enjeu, c'est bien de valoriser finalement les dispositifs d'épuration qui remplissent leurs fonctions de manière satisfaisante, d'où ce dispositif de prime pour performance épuratoire, alors qui a été diminué par rapport au 10e programme, mais qui reste important puisque c'est une ligne de programme, c'est prime pour performance épuratoire de 330 millions d'euros, avec d'une part un recentrage sur l'assainissement collectif. Il n'y a plus de primes pour l'assainissement non collectif au 11e programme, et donc voilà, donc c'est un dispositif important qui permet notamment de valoriser les bonnes performances, y compris là, évidemment la conformité réglementaire des stations d'épuration. En matière de solidarité et de gestion durable, on va retrouver là-dedans deux volets. Alors le premier, ce sera sur la gestion durable, et on va retrouver là-dedans l'assainissement et l'eau potable, et puis ensuite le volet soutien particulier aux collectivités les plus fragiles, notamment en zone de revitalisation rurale, et là encore on va retrouver l'assainissement et l'eau potable, au sens où l'assainissement a des critères d'éligibilité plus souples dans ces zones de revitalisation rurale. Donc le premier point, c'est il s'agit de promouvoir la gestion durable des services publics d'eau et d'assainissement dans le cadre de la restructuration à l'échelle de gestion supracommunale. C'est également de permettre ou de renforcer l'animation technique dans le tissu rural. On a notamment là-dedans l'appui qui peut être apporté, je dirais, aux conseils départementaux ou aux dispositifs, je dirais, d'ingénierie et d'appui territorial dans les différents départements. Le dispositif donc, de zone de revitalisation rurale que je vais développer juste après, qui pèse
pour ce dispositif, donc spécifiquement en zone de revitalisation rurale, donc les communes qui ont, au titre d'un zonage qui date de 2017-2018, qui est au zonage du ministère de l'Intérieur, finalement les communes qui, en termes de densité de population, sont les moins denses et qui par ailleurs ont un potentiel fiscal je dirais relativement plus faible que les autres. Donc c'est des zonages sur densité et entre guillemets richesse relative des collectivités considérées. Donc 250 millions d'euros sur l'assainissement et l'eau potable qui sont consacrés au 11e programme pour ces aides en particulier, donc en zone de revitalisation rurale. De manière plus précise, en matière de gestion durable, sont éligibles toutes les aides finalement à la réflexion sur la structuration des services, donc des études de structuration, de transfert de compétences, des études de tarification qui peuvent être réalisées. Également, c'est le deuxième item, des études en matière de performance et de durabilité du service, notamment pour renforcer la connaissance du patrimoine, que l'on part d'une situation, je dirais, de faible connaissance ou bien qu'on arrive à des SIG très performants et à un monitoring du réseau qui permet de l'aide à de la décision et puis des interventions rapides. Donc là, il y a différents niveaux qui sont identifiés. Donc tout ça est finançable jusqu'à 50% d'aide. Et puis, bon, il y a un dispositif complémentaire que je ne vais pas détailler ici, qui est plutôt de nature contractuelle, mais en tout cas qui permet de financer, y compris hors de ZRR, dans le cadre de contrats, des choses qui pourraient ne pas être éligibles par ailleurs. Alors, en termes de travaux, en matière, cette fois, d'assainissement et d'eau potable, donc dans les zones de revitalisation rurale qui sont marquées là, qui sont les territoires que l'on voit en vert et en marron. Il y a différents statuts à l'intérieur de ces zones de revitalisation rurale, mais il n'y a pas de différence pour les aides de l'agence selon ces statuts de ZRR, dès lors qu'on est en couleur vert, marron ou rose d'ailleurs. Il y en a très peu en rose, mais il y en a un petit peu. On a droit au même type de dispositif d'aide de la part de l'agence. Le principe sur ces territoires, c'est d'ouvrir très largement les aides possibles, y compris à du renouvellement, tout type d'amélioration de stations d'épuration et d'aide sur également du renouvellement de réseaux d'eau potable avec des taux qui peuvent aller jusqu'à 70% d'aide. La contrainte là-dessus étant plutôt l'enveloppe dont je parlais tout à l'heure de 250 millions d'euros. Alors, c'est typiquement des travaux qui souvent se réalisent en partenariat avec les conseils départementaux et avec des cofinancements départementaux, voire régionaux selon les objectifs. Je vais donc terminer par un aspect effectivement de promotion sur la dimension de gestion durable de ces services. C'est qu'en matière d'eau potable et d'assainissement, globalement, les travaux pour être éligibles sont assujettis à un certain nombre de critères. Alors, le premier que je n'ai pas repris ici, mais que j'aurais dû reprendre, c'est que globalement, en matière d'assainissement et d'eau potable, on demande d'abord qu'il y ait un schéma directeur ou en tout cas une étude de connaissance finalement du patrimoine qui permettent de se dire finalement les travaux d'investissement qui nous sont proposés pour financement par l'agence, ils sont bien issus d'une réflexion et d'une priorisation et non pas seulement, je dirais, d'une réflexion de voirie en surface et qui conduisent à toucher en même temps les réseaux. Donc en matière effectivement, de plan pluriannuel d'investissement et de pertinence de ces investissements. Ça, c'est la première condition qui est vraiment transverse sur l'eau potable et l'assainissement, c'est la notion de schéma directeur et de programme pluriannuel d'investissement. Ensuite, on a des critères de nature technique qui sont identifiés ici, donc de gestion durable des services pour l'eau potable et l'assainissement. C'est d'abord, alors c'est vrai pour toutes les agences, aujourd'hui c'était le cas historiquement, y compris au programme précédent, pour l'agence de l'eau Méditerranée-Corse. Alors le prix peut être un peu différent ou calculé un peu différemment selon les territoires et selon les agences, mais en tout cas c'est le principe d'un prix minimum donc, qui a été fixé à 1 € par mètre cube hors taxe et hors redevance, d'une part pour l'assainissement, d'autre part pour l'eau potable. Alors il ne faut pas comprendre ce 1 mètre cube comme 1 mètre cube est le bon prix. Non, c'est le prix en dessous duquel les administrateurs ont considéré qu'il était
certainement impossible d'avoir en réalité une gestion durable du service public d'eau et d'assainissement. Et donc, il nous fallait effectivement trouver un minimum, mais encore une fois, ce n'est pas un prix cible, c'est vraiment un minimum sur l'eau potable d'une part et sur le prix de l'eau sur le volet assainissement d'autre part. Le deuxième critère, c'est celui d'une connaissance minimale des réseaux, donc basé sur l'indice de connaissance des réseaux du patrimoine, indice de connaissance et de gestion patrimoniale, que ce soit en eau potable et en assainissement. Il se trouve que pour l'eau potable, on avait déjà finalement un bon niveau, au moins 30 ou 40 à la fin sur la plupart des services à la fin du programme, ce qui était plus difficile en matière d'assainissement. Donc sur l'assainissement, on a fait un dispositif incrémental et progressif sur le 11e programme. Et puis le troisième critère, c'est le remplissage de 6PA. On ne peut pas obtenir une aide de l'Agence de l'eau si l'observatoire 6PA n'a pas été rempli. Donc, on a listé et identifié en particulier 7 indicateurs qui doivent absolument être remplis dans 6PA et on demande l'attestation de remplissage de 6PA qui contribue ensuite à la bonne connaissance collective à différents niveaux, national, je dirais sur des enjeux de département, enfin bref, à la connaissance globale du patrimoine. Je termine par deux points. Donc, suite à la crise sanitaire de 2020, a été lancé en juin 2020 un appel à projet dit Rebond eau biodiversité climat 2020, avec d'une part des taux rehaussés, c'est-à-dire qu'on avait des choses qu'on pouvait financer à 50% et qui sont passées par exemple à 70%, mais également une éligibilité qui a été élargie, c'est-à-dire qu'on avait des zones aujourd'hui géographiques, typiquement les zones de revitalisation rurale avec de l'éligibilité importante. On a finalement étendu cette éligibilité, donc typiquement pour du renouvellement de réseau, typiquement pour des interventions de toute nature, d'amélioration de stations d'épuration qui étaient possibles en zone de revitalisation rurale, deviennent éligibles pour l'ensemble du territoire. Alors, avec une limite de montant, 180 millions d'euros d'aide sur 2020-2021, dont la moitié a été attribuée au deuxième semestre 2020, et avec un critère majeur qui est celui de la relance et du rebond, et donc effectivement de la maturité, c'est-à-dire des choses qui sont capables de démarrer quelques mois au plus tard après l'attribution de l'aide, voire quasiment en même temps que l'attribution de l'aide. Un deuxième dispositif qui est complémentaire et qui est basé sur les mêmes principes, au titre de France Relance, l'État a confié à l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse 65 millions d'euros en sus, donc sur des fonds appartenant à l'État. En grande majorité, vous le voyez, 63 millions d'euros sur l'eau potable et l'assainissement. Là aussi, pour des opérations démarrant très rapidement, et en particulier le plus tôt possible là, sur 2021. Voilà, à fin mars 2021, sur l'enveloppe de 65 millions d'euros de France Relance, on est à 32 millions d'euros qui ont été décidés à fin mars, et l'objectif, c'est de boucler la quasi-totalité du reste sur le deuxième semestre 2021. Je termine, et ça fera une forme de transition, sur cet enjeu de gestion durable, qui était quelque chose qui est ressorti très fortement des assises de l'eau phase 1, sur l'enjeu finalement de bonne maîtrise du patrimoine par les collectivités. Il a été souhaité par les administrateurs de l'agence et par la Banque des territoires de mettre en place un partenariat donc, qui a été adopté par le conseil d'administration en mars 2019 et puis signé ensuite en juin 2019, un partenariat entre l'agence de l'eau et la Banque des territoires pour avoir une complémentarité finalement de visibilité de nos financements, et notamment avec les aquaprêts de la Caisse des dépôts, et également avoir une bonne articulation sur la notion de gestion durable et de critères patrimoniaux, de manière à ce que, par exemple, quand l'agence de l'eau avait validé une aide à un porteur de projet, ça voulait dire que les critères patrimoniaux, ils avaient été vérifiés, et donc ça voulait dire que la Banque des territoires n'avait plus d'obligation d'aller, entre guillemets, revérifier ce point-là. Mais en tout cas, c'est un point important, cet enjeu partagé, et qu'on a partagé à l'époque de l'élaboration de ce protocole de partenariat sur voilà, l'investissement, il doit être pertinent, il doit être durable, et ça nécessite effectivement d'avoir une bonne connaissance, un bon ciblage des travaux sur ces réseaux et une pérennité de ces travaux qui passent aussi par le prix de l'eau.
Merci beaucoup. Pardon. Merci beaucoup Yves Picoche pour ces informations. Décidément, on voit d'ailleurs que vous financez pas uniquement que les travaux, mais également tout ce qui est connaissances, et c'est bien de le rappeler, et aussi les études. Alors Mathieu Aufauve, vous êtes délégué régional Rhône-Alpes pour la Caisse des dépôts, donc la Banque des territoires, et Yves Picoche, je viens de l'évoquer à l'instant, vous venez sur certains financements en complément ou en parallèle de l'agence de l'eau, vous allez d'ailleurs nous préciser ces aspects. De quelle manière peut-on solliciter la Banque des territoires pour obtenir des financements, alors soit dans le domaine de l'eau potable, dans le domaine de l'assainissement, des eaux pluviales, de ce qu'on appelle bien entendu la GEMAPI. Oui, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci à l'Agence de l'eau d'avoir pu organiser ce colloque dématérialisé, ce webinaire. Et c'est vrai que je vais parler aujourd'hui, moi, de l'implication de la Banque des territoires, exactement en complémentarité de ce que disait Yves, justement, à complémentarité notamment sur les aides. Et j'ai entendu les débats ce matin pour dire qu'il fallait une offre globale pour avoir des décisions justement qui puissent se prendre au regard de tous ces éléments. Donc, on va notamment parler de l'aquaprès et donc des financements du secteur de l'eau, de l'assainissement, des eaux pluviales et puis de la GEMAPI. Vous le savez, on en a parlé, et puis on en a parlé ce matin, la principale annonce financière des assises de l'eau en début 2018, c'était notamment la création de cette enveloppe de 2 milliards d'euros portée par la Banque des territoires, du groupe Caisse des dépôts, pour financer les projets et la ressource en eau et la gestion de la ressource en eau sur la base de projets territoriaux. On revient bien sur les débats qu'il y avait avant dans la table ronde. L'idée, c'était d'aider et d'accompagner les financements de projets sous la forme de prêts, et de prêts un peu novateurs par rapport à ce que vous pouviez avoir et ce qu'on pouvait avoir jusqu'à présent. Le deuxième point, c'était l'aspect crédit d'ingénierie. Et le troisième, sur lequel je reviens un peu plus fortement, et j'insiste un peu avec ce que disait Yves justement tout à l'heure, c'était ce partenariat que les acteurs de l'eau devaient avoir aussi ensemble, et ces partenariats avec les agences de l'eau pour justement pouvoir travailler en complémentarité dans le cadre des différentes annonces qui ont été portées à ce moment-là. Donc, je reviens très rapidement sur ce slide, sur un peu la genèse de l'aquaprès, qui répond avant tout, et je l'insiste bien là-dessus, parce que c'est le rôle de la Banque des territoires là-dessus, c'est de répondre à un enjeu de sous-investissement chronique et, en complémentarité, de répondre à un besoin des acteurs territoriaux, des différents syndicats, des différentes collectivités. Bref, ça part d'un besoin du terrain qui a été transformé en une offre qui est l'offre Aquaprès. Et on le voit d'ailleurs dans ce projet qui a vécu tout au long des différentes années depuis 2018, puisqu'au début consacré au petit cycle de l'eau, puis élargissement à la GEMAPI et un déploiement plein et entier depuis ce temps-là au niveau national. Alors, l'aquaprès a vocation à intervenir sur un financement des infrastructures sur de long terme. Et les prêts sont dédiés à ce financement sur du long terme. On ne réagit plus maintenant, ou on ne réfléchit plus un cycle de l'eau sur une vision très courte. On sait aussi qu'on doit avoir des visions très long terme sur des bassins de rétention, sur d'autres types d'investissements qu'on pouvait avoir derrière. Et c'est un élément important à prendre en compte. Et ça finance aussi les subventions aux projets éligibles. On voit bien que chaque stratégie financière est pensée de telle ou telle manière, chaque cycle financier, on en parlait dans la table ronde juste avant, est réfléchi en fonction de stratégies territoriales, et il était important qu'on puisse mettre à la main des décideurs une offre qui intègre bien toutes ces contraintes territoriales, régionales, pour pouvoir décider ce qui était bon de faire en termes de financement. Donc, une infrastructure de long terme et subventions aux projets éligibles, c'est les petits cycles de l'eau, eau potable, eau usée, mais également la complémentarité dont je vous parlais juste avant, sur l'eau pluviale et sur la GEMAPI. L'idée était d'être assez large dans la proposition qu'on faisait. Après, on pourra rentrer dans le détail des différents dossiers. Vous avez certainement eu l'occasion de le faire chacun et chacune d'entre vous. Mais l'idée reste toujours la même, de faire un dispositif qui était simple, de faire un dispositif qui répondait au maximum de contraintes territoriales. Et pour ça, l'ensemble des emprunteurs sont reprécisés ici, que ce soit des collectivités, que ce soit les sociétés publiques locales, que ce soit les entreprises en DSP. Bref, un panel très, très large d'entités qui gèrent la ressource en eau. De même, les opérations éligibles, et là je reviens sur la complémentarité
avec les aides accordées notamment par l'Agence de l'eau et le travail qu'on réalise concrètement tous les jours sur le terrain entre les équipes des agences de l'eau et les équipes de la Banque des Territoires qui évoquent les différents projets, qui évoquent la maturité du projet et qui évoquent justement les ressources disponibles aux porteurs de projets pour voir aboutir dans les meilleures conditions leur projet. Le but étant de dire on a une ressource qui est rare, une ressource qui est précieuse, et il faut pouvoir accélérer ce cycle de l'investissement sur la ressource en eau. Les quotités de financement, qui sont un élément important, et vous voyez même que dans le cadre de DSP ou de partenariat public-privé, il y a une possibilité de financement des investissements. Et bien sûr, pour le public, on peut financer 100% du besoin d'emprunt avec, et c'est une des règles du fonctionnement de la Banque des Territoires qui gère notamment la ressource en livret A, c'est d'avoir derrière un cycle de garantie comme on le connaît sur les bailleurs sociaux ou auprès des bailleurs sociaux. Alors, cette offre, elle est de deux types. Des prêts qui sont des prêts de très long terme, qui sont adaptés à la durée de vie de l'investissement, avec des durées 25, 40 ans pour tout ce qui est ouvrage. Et vous voyez même qu'on va jusqu'à 60 ans pour les réseaux. C'est souvent ce que peuvent garantir certains constructeurs, notamment, ou poseurs là-dessus. C'est un débat, mais c'est ce qui est ressorti, je le rappelle, et c'est ce que j'ai dit en introduction, des assises de l'eau et du débat qu'il y a eu à ce moment-là pour dire finançons en proposant un panel assez large, de 25 ans jusqu'à 60 ans, à chacun de choisir après ce qui pouvait être pris, pas pris, mais le but c'était de proposer une offre complète, chacun devant avoir le choix dans les décisions de financement. Des phases de mobilisation qui sont longues, qui correspondent aux travaux, qui permettent les diagnostics de réseau, qui permettent l'ingénierie nécessaire. Et puis ce financement, j'y discutais tout à l'heure, c'est un besoin d'emprunt qui sont à des conditions adaptées, c'est-à-dire qu'on peut financer jusqu'à 100% du besoin d'emprunt. Le taux, vous connaissez, c'est une ressource livrée A. La Banque des Territoires, le groupe Caisse des dépôts, opère la gestion des livrets A et donc est adapté là-dessus. Son offre est adaptée là-dessus. Je reviendrai sur une autre offre qui est complémentaire qui nous a semblé importante de pousser aussi. Donc, on est basé sur du taux de livret A plus 0,60 avec une offre qui peut, et je le reprécise, partir 40 ans, 60 ans. Chaque projet, chaque dépense éligible est scrutée après par les différentes équipes pour pouvoir monter la meilleure ingénierie financière pour pouvoir répondre après à cette demande. L'offre qui est complémentaire, on a vu une première offre sur du très long terme, entre guillemets, c'est une mise à disposition par la Banque européenne d'investissement de ressources que la Banque des Territoires pilote, 500 millions d'euros depuis fin octobre 2020 jusqu'à fin 2022, avec une analyse au cas par cas des projets pour pouvoir bénéficier, donc c'est toujours de l'aquaprêt, mais une offre taux fixe cette fois, avec la ressource Banque européenne d'investissement sur des projets, et c'est important de signaler la taille des projets. La Banque des Territoires a une vocation, c'est d'être sur l'ensemble des territoires, vous le savez, et on s'y emploie tous les jours sur l'ensemble de nos territoires, avec des projets qui sont de 40 000 euros à 25 millions d'euros. Donc, il n'y a pas de petits projets, comme on a l'habitude de dire. Tous les territoires sont bien éligibles, et c'est important, et on passe régulièrement dans nos comités d'engagement des projets allant de 50 000 euros, 100 000 euros, pouvant monter jusqu'à 25, 30, voire un mix des différentes offres qui sont derrière. Et là, on revient sur la complémentarité des durées, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Donc, la Banque des Territoires, à travers l'aquaprêt, a voulu vraiment avoir cette offre complète à la disposition des décideurs de ces projets territoriaux. Donc, c'est important pour nous, avec des quotités d'intervention. Je ne vais peut-être pas, parce qu'on laissera peut-être le temps aux questions-réponses, je ne vais peut-être pas revenir dessus, mais c'était important, et on l'a vu dans le premier tableau de synthèse, de revenir et que vous ayez bien en tête cette complémentarité des offres, en plus de la complémentarité avec l'Agence de l'eau. Il y a des conditions, bien entendu, on en parlait, Yves en parlait juste avant. C'est adopter une démarche patrimoniale dans la gestion des infrastructures. C'est un élément important. On est la Banque des Territoires, c'est un aquaprêt, c'est une ressource notamment en livret A, donc c'est important d'avoir des contreparties qui sont, vu ce que j'en ai entendu des discussions juste avant, des contreparties assez logiques dans les réflexions des décideurs.
Donc, cette démarche patrimoniale est bien sûr un patrimoine de qualité, durable et connu. Voici en synthèse l'ensemble, avant de conclure mon propos, l'ensemble des éléments: financement des infrastructures de long terme, aux conditions de livret A, aux conditions de BEI, je dirais, donnez-nous le projet et montons ensemble l'ingénierie qui va bien en complémentarité de l'Agence de l'eau, avec une approche très importante, une régionalisation, territorialisation de notre offre. On en discute au plus près du territoire en fonction de la ressource qui est choisie et du montage de projet qui est choisi. Et bien entendu, sinon on ne serait pas là, je suppose, c'est inscrit dans une démarche vertueuse de la gestion et de la préservation de la ressource en eau. Voilà en conclusion les 4 points qu'il faut retenir. Une priorité eau reconnue et partagée, c'est un impératif de renouvellement d'infrastructures lourdes, de long terme, et j'insiste sur cet aspect long terme pour notre part, dans un contexte, je crois qu'on en parlait juste avant dans le cadre des tables rondes, de tarissement des recettes, ou au-delà de la question de tarissement, peut-être de réflexion. Je modère un peu mon propos par rapport à ce qui a été dit jusqu'avant, de réflexion sur les typologies des recettes. Voilà, je laisse les spécialistes en débattre le moment venu. L'offre de financement de la Caisse des dépôts et de la Banque des territoires adaptée aux projets structurants sur du long terme et qui émanent d'une demande des territoires. C'est bien cette connexion avec les territoires qu'on a et qu'on prend. Et puis cette complémentarité, comme Yves avait conclu son propos juste avant, je conclus le mien également là-dessus, une complémentarité grâce au partenariat renforcé avec les agences de l'eau, qui est un élément clé de ce projet. Merci à tous. Merci beaucoup Mathieu Auffauvre. Alors évidemment, ça c'est très important, ces questions de financement, parce qu'on a beaucoup échangé ce matin, mais derrière les bonnes volontés et les actions politiques, il faut pouvoir évidemment trouver les relais du financement. C'est pour ça qu'on vous a écouté avec beaucoup d'attention, voir quel était le rôle de l'Agence de l'eau sur ces questions avec le 11e programme, et puis comment la Banque des territoires investit aux côtés des collectivités. Question Hakim Barek sur le fil de discussion. Oui, alors les questions sont nombreuses, sur notamment l'architecture un peu justement de ces financements et l'articulation entre les aides de l'État, de l'agence, etc. Je tiens à dire que là, dans l'immédiat, on ne peut pas poser toutes les questions parce qu'elles sont nombreuses, mais qu'on les relève toutes et qu'on tentera d'y apporter des réponses groupées par la suite sur le site internet de l'agence. Et puis, je tiens à dire aussi que pour accompagner les projets, l'agence dispose de délégations régionales et d'agents qui peuvent justement accompagner les projets. Une question toutefois sur les aides au rattrapage structurel dans les ZRR, dans les zones ZRR. La priorité donnée aux travaux envisagés dans le cadre d'une contractualisation à l'échelle de l'EPCI n'est plus abordée. Est-elle toujours d'actualité? Yves, il me semble que c'est pour toi. Oui, donc c'est bon. Effectivement, je ne suis pas rentré dans l'ensemble des dispositifs et notamment le volet contractuel, mais je l'ai indiqué globalement, l'enveloppe de zone de revitalisation rurale à hauteur de 250 millions d'euros sur le programme, elle est mobilisable soit à travers des contrats, soit, entre guillemets, hors contrat. L'approche, effectivement, du 11e programme, alors qui a pu être perturbée, notamment en 2020-2021, avec la crise sanitaire qui peut perturber aussi des discussions territoriales, c'est bien de se dire qu'on privilégie effectivement et on donnera la priorité au fur et à mesure que le programme effectivement avance aux opérations qui ont pu être identifiées et sur lesquelles l'agence s'est engagée de manière pluriannuelle dans le cadre de contrats qui ont été en outre réfléchis avec les collectivités à une échelle de l'EPCI ou d'ailleurs de plusieurs EPCI à fiscalité propre, mais en tout cas à un niveau suffisamment important au niveau territorial. Et donc, on avait donné cette maille effectivement de l'EPCI à fiscalité propre comme maille minimale effectivement du contrat territorial. Et donc, l'idée, c'est bien, on l'a affirmé comme ça dans le programme, c'est une notion de priorité. Et notamment, on sait très bien qu'au début du programme, on ne les a pas. On ne les avait pas encore, ces contrats. Un certain nombre ont été signés en 2019, d'autres en 2020, d'autres vont continuer à être signés en 2021. Il y a notamment une dynamique importante sur les territoires, on l'a vu sur la carte, en Bourgogne-Franche-Comté et sur l'ensemble du nord du bassin, avec à la fois beaucoup de collectivités en zone de revitalisation rurale
et pas mal de contrats, y compris de gros contrats qui se signent avec les collectivités, mais souvent aussi avec les départements, en partenariat avec les conseils départementaux. Et donc, effectivement, il y a bien cette notion de priorité aux contrats qui auront été établis à l'échelle des EPCI à fiscalité propre. Néanmoins, tant qu'on n'est pas, je dirais, au bout de l'enveloppe, on sait qu'on peut, au fur et à mesure du programme, donner un petit peu plus hors contrat sur le démarrage du programme. Et au fur et à mesure que les contrats vont se signer et que la priorité est bien donnée, on pourra avoir plus de contraintes, effectivement, en dehors des contrats. Mais la logique était bien de dire, effectivement, c'est cette logique à la fois pluriannuelle, qui forcément, elle, est basée sur un programme pluriannuel d'investissement, et on insistait beaucoup là-dessus, et aussi dans cette logique du supracommunal et de cette visibilité collective qui est donnée à l'échelle d'un territoire. Donc, notion de priorisation, mais pas d'exclusion, notamment sur les premières années du programme. Merci beaucoup, Yves Picoche, Mathieu Auffauvre, pour ces précisions. On l'a dit, Hakim le rappelait, il y a beaucoup de questions. On va y apporter des réponses dans le cadre de cet échange. Il y a le fil de discussion donc, qui permet de mémoriser, évidemment, de conserver ces questions. De même que les questions qui ont été posées ce matin seront également, trouveront un écho cet après-midi. On avait beaucoup d'invités ce matin, donc ça a suscité beaucoup de questions, ce qui est normal. Cet après-midi, on va revenir sur des thématiques qui ont été abordées dans le cadre des témoignages de la matinée. Alors, l'après-midi, on va évoquer la question des eaux pluviales, avec notamment le Grand Lyon. On aura des sujets également sur toutes les questions de durabilité des politiques autour de l'eau et de l'assainissement qui ont été évoqués ce matin, mais on rentrera dans d'autres aspects. Et puis, concernant l'assainissement, il y a de gros enjeux. Il y a aussi des opportunités à saisir sur la valorisation matière, sur la valorisation énergétique, évidemment, sur toutes les questions sanitaires. Alors, on a comme vocation, évidemment, quand on délivre de l'eau potable, à garder les citoyens en bonne santé. À l'inverse, on sait aussi que dans les stations d'épuration, pour la partie assainissement, on a des informations sur l'état de santé des citoyens. On y reviendra cet après-midi dans le cadre, dans un contexte un peu particulier avec la Covid en ce moment. Donc, beaucoup de sujets qui vont permettre de se projeter dans l'avenir et puis la promesse d'aller sur la réponse à un grand nombre de questions formulées ce matin. On va se retrouver donc tout à l'heure à partir de 14h. On débutera avec une table ronde concernant les eaux pluviales, avec des enjeux de désimperméabilisation. Il y a des contextes dans lesquels ça se fait facilement. Il y a d'autres fois, il faut pouvoir trouver l'adhésion. On en a un petit peu parlé ce matin avec les cours d'école. Trouver l'adhésion des parents, de toute la partie, ce qu'on appelle les administrés. Ce n'est pas toujours si facile que ça. Donc, on l'évoquera cet après-midi. Il y a des façons de faire qui peuvent aider les élus à résoudre ces problèmes.